suis avec Antoine Robin pour cette interview l'Entertainment Lab qui est un peu spéciale évidemment en ces temps de confinement. Alors je connais Antoine parce que je l'avais rencontré il y a plusieurs années quand il était déjà dans l'univers de la communication chez Havas, et puis après il a monté le média Spicy et il a maintenant aujourd'hui une nouvelle aventure. Antoine, est-ce que tu peux nous redonner les grandes lignes de ton parcours ? Les grandes lignes de mon parcours, c'est plutôt un parcours un peu chaotique, puisque je suis un ancien prof d'histoire géo, que j'ai fait ensuite mes premières armes au sein de la grande maison Canal+, au sport, au service des sports avec Feu, Thierry Gilardi, puis ensuite au Vrai Journal avec Carl Zéro. Passé cette belle aventure, magnifique aventure Canal, je suis parti chez Éléphant et compagnie, la maison de production d'Emmanuel Chin, pour travailler sur ces différentes émissions qui étaient à l'époque Soyons Direct, 7 à 8 et ainsi de suite. J'ai ensuite participé à une autre aventure qui était celle de la maison de production TAC, une maison de production qui travaillait pour les grandes émissions, les grandes marques d'information d'hier et d'aujourd'hui, qui étaient envoyées spéciales, interdites, d'enquête exclusive. Donc là, j'étais grand reporter et rédacteur en chef. Et puis ensuite, j'ai été appelé par un certain Vincent Bolloré pour rejoindre la grande maison Havas et lancer une structure de production interne qui s'appelait Havas Production, qui existe toujours d'ailleurs, dans laquelle nous faisons de la presse, du journalisme, de la distribution internationale, du cinéma, notamment on produit des Kaira, de la télévision. Nous avons lancé le désormais célèbre Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste, et puis aussi pas mal de publicités de corporate, pour comprendre un peu comment fonctionnait le monde des marques. Et puis en 2014, voyant passer les trains américains du digital, j'ai décidé moi-même de me lancer dans l'aventure, et donc j'ai créé un média qui s'appelle Spicy. Alors c'était en 2014, c'était quelques mois avant l'arrivée de Netflix, et donc on avait décidé de créer un média qui faisait le pari de l'intelligence, de la curiosité, de proposer du reportage, du grand reportage à un public plutôt jeune sur de l'abonnement, ce qu'on appelle de la SVOD. Autant vous dire qu'en 2014, tout le monde nous rayonnait. Je crois que depuis, en 6 ans, 5 ans, merci Netflix, maintenant la SVOD est rentrée dans les mœurs, puisqu'on voit que les jeunes notamment sont très gros consommateurs de chaînes sur abonnement, donc ça veut dire qu'ils sont prêts à payer pour s'abonner. Et depuis une petite année, j'ai mis de côté l'aventure Spicy, donc je suis toujours actionnaire, pour rejoindre un groupe qui s'appelle Alchimie, et cette fois fabriquer des chaînes beaucoup plus thématiques que ce que je n'ai fait avec Spicy, des chaînes thématiques. Et alors la différence avec Spicy, ou toi les enseignements que tu as eu de Spicy, je sais que tu m'avais raconté à quel point il fallait mettre en place de l'investissement pour derrière aller chercher les abonnés. Quel regard tu as ça aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas la force de frappe d'un Netflix, comme tu sais. Maintenant tu connais très très bien le sujet avec Spicy, mais est-ce que tu peux en reparler aux gens pour qu'ils comprennent un peu le cheminement par lequel tu es passé ? En tout cas, sur Spicy, l'intuition était bonne. On a fait le pari. On pensait que c'était la fin du gratuit, encore une fois. Quand on dit la fin du gratuit, c'est que les gens étaient prêts à payer pour du contenu de qualité. Et en 2014, croyez-moi, certains investisseurs, quand ils nous ont reçus, nous ont rayonnés. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit dans le monde de la musique, du streaming, Spotify, Deezer et ainsi de suite, que ce soit dans le monde du sport, BeIN, RMC, alors évidemment, eux, possèdent les droits, mais enfin on voit bien que les offres par abonnement se multiplient. Dans la presse, notamment aux États-Unis, on voit que le New York Times et même Le Monde en France ou le Figaro ont des croissances à 2 chiffres concernant leur stratégie, leur abonnement digitaux. Donc nous on a fait ce pari-là dans le monde de l'audiovisuel. Ça c'était une bonne intuition. L'autre intuition, c'est qu'effectivement aujourd'hui un public un peu jeune, on considère jeune entre 25 et 35 ans, par rapport à la télé, où les structures d'audience se situent plutôt autour de entre 58 et 70 ans. 60, je crois que c'est 64, 66 pour France 3. Donc nous, notre public jeune avait un tropisme pour le contenu international. Ce qui se passait à Tokyo, ce qui se passait à Cuba ou au Chili les intéressait fortement. Donc là, on s'était pas planté. En revanche, là, l'erreur que j'ai commise, c'est de vouloir aller traiter toutes les thématiques. Ça veut dire que quand on veut traiter toutes les thématiques sur une marque aussi jeune que Spicy, qu'il faut faire connaître, c'est très compliqué d'aller parler aux différentes communautés. Parce qu'aujourd'hui, le marketing est ciblé. Sauf à avoir une force de frappe à la Netflix qui investit entre 500 millions et 1 milliard par an en marketing, ce qui est pas notre cas. Et donc, c'est l'erreur qu'on a faite. On a un peu
recentrer notre stratégie sur la deuxième vie de Spicy. Mais c'est vrai que c'est l'erreur que moi j'ai commise en pensant que la seule force des contenus allait nous permettre de vendre beaucoup d'abonnés. On avait une très belle marque, on est monté jusqu'à 64 000 abonnés, je crois, de mémoire 63 000, avec notamment étant distribué par Orange dans le bouquet Pickle, donc c'était une jolie réussite. Mais c'est une course permanente à l'échalote parce que pour pouvoir avoir de l'abonné, conquérir de l'abonné sur une chaîne généraliste, il faut produire en permanence. Oui. Produire. Alors que dès lors qu'on va sur une chaîne thématique, déjà faire l'inventaire de tout ce qui existe en France, en Europe, à travers le monde sur cette thématique-là, suffit à nourrir une chaîne dont on sait qu'il faut à peu près 50 heures pour commencer, et puis un refresh d'une dizaine d'heures par mois pour espérer avoir entre, on va dire, 10 et 15 000 abonnés, ce qui permet de faire vivre une chaîne et d'être à l'équilibre. Donc c'est vrai que l'erreur de Spicy, ça a été... on a testé beaucoup de choses, on a cherché beaucoup de choses. On n'a pas forcément eu le soutien d'un monde de l'investissement qui est français, où on se rend compte que dans les médias, ça fait peur, c'est casse-gueule, et que finalement, on se rend compte que ceux qui dominent dans les médias aujourd'hui en France sont ceux qui dominaient déjà dans les médias dits traditionnels il y a quelques années, c'est-à-dire Lagardère, Bouygues, Bolloré, ainsi de suite. Et donc, quand on est un acteur indépendant, même si on avait des gros fonds derrière nous, pour repartir sur des levées conséquentes et avoir surtout des ambitions internationales, c'est pas toujours facile. D'accord. Mais en fait, mais en tout cas, la marque s'est imposée, donc ça c'est intéressant, et surtout, on s'est rendu compte que il y avait une appétence forte pour un public jeune et très féminin, parce que souvent on disait que le monde du journalisme était un monde masculin. En tout cas, ceux qui consommaient, c'est pas vrai, puisqu'on avait la moitié de nos abonnés qui étaient des femmes. Il y avait un tropisme fort et une envie forte de consommer du contenu de qualité sur le digital. Donc c'est pour ça que moi, j'ai réorienté un peu cette stratégie. On apprend beaucoup de ses erreurs dans la nouvelle aventure dont je participe aujourd'hui, à laquelle je participe, qui s'appelle Ashley. Et alors justement sur l'aspect, là tu mentionnais le fait d'être un peu en contre-culture avec Spicy. Je sais que Vice ou BuzzFeed ont un peu tenté la même percée aux US. Eux, ils ont réussi à s'en sortir, ou c'est pas si simple que ça? Je sais pas si tu as suivi ces avancées dossiers. Le problème de Vice, c'est que le Vice, c'est un produit la contre-culture. C'était une feuille pour toxico en réhabilitation dans le Canada à l'origine, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, Vice, c'est Viacom et Disney. Donc effectivement, déjà, il y a un problème, j'allais dire presque intrinsèque. Mélange des genres. Au média lui-même, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont eu une mutation à faire qui est pas simple. Sean Smith, l'iconique patron de Vice, a été gentiment mis sur la touche. Alors que il est toujours au conseil d'administration en tant que président d'horaire, mais il est plus aux affaires. Et aujourd'hui, Vice, je pense, va être victime du même syndrome que MTV, c'est-à-dire que c'est une marque qui était très contre-culture et qui a essayé de devenir une marque mainstream, mais qui n'a pas complètement réussi à faire ça. Mais c'est très 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 compliqué parce que aussi ils ont eu des envies d'expansion. Encore une fois, faire un sujet sur je participe à une manifestation avec de la weed dans la Schneck, ce qu'ils faisaient, c'est le genre de sujet qu'ils font encore aujourd'hui. Ça va plaire à un certain public. C'est pas sûr que ça plaise à Disney, à Viacom, quand on a des ambitions à très très grande échelle. Ils ont multiplié les marques aussi, que ce soit Noisy, ainsi de suite, pour essayer d'aller chercher des cibles. Mais là encore, l'autre souci qui est fondamental dans nos business, c'est que les tuyaux ne leur appartiennent pas. Alors même s'ils ont fait rentrer Viacom dans l'aventure, quand vous faites une grosse partie de votre acquisition et de vos audiences sur Facebook, Google et Insta, vous n'êtes pas maître de vos tuyaux. Et dès lors que notre ami Zuckerberg et autres décident de changer l'algorithme, ce qui s'est passé l'année dernière, et qui a eu des conséquences catastrophiques pour tous les médias qui ont vu leur audience fondre de 20, 30 ou 40%, là, ça devient problématique. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que jusqu'alors, Canal, TF1, France 2, ils sont diffusés sur des fréquences qui leur sont octroyées par le CSA, après, suivant un cahier des charges. D'ailleurs, dont on peut discuter la pertinence, mais enfin, ils ont des fréquences avec un gendarme. Là, sur le digital, tous les nouveaux médias qui sont en gratuit sont diffusés à travers des tuyaux qui ne leur appartiennent pas. Donc, avec des règles du jeu qui changent à tout bout de champ, le fameux CPM, coût
coût par minute qui était d'1%, 1 pour 1000. Maintenant, et pour prendre 1000 euros, il faut 1 million de vues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est une chaîne en gratuite, on est ultra dépendant plus que jamais de ce modèle de rétribution, parce que c'est ce qui vous fait vivre, et que quand on est un média dit d'information, ou un média dit de divertissement, ça vous contraint à faire quoi? Du buzz, ça vous contraint à souvent la tentation du pire, ça vous contraint à faire du sale et du cul et du moche, ce que fait beaucoup Vice, ce qu'a pas toujours fait Vice, parce qu'ils ont été extrêmement précurseurs dans une autre forme de narration journalistique. Je pense à des sujets qu'ils ont fait, notamment avec Daesh ou d'autres. Mais on voit bien que chasser le naturel, il revient au galop quand on a des preuves de fréquentation chez Vice. Eh bien, on revient à de la pute, à de la drogue, à de la coke, à du cul. Enfin voilà, j'en vois passer tous les jours. Et donc c'est vrai que quand on veut faire du contenu de qualité en gratuit, c'est très compliqué. On le voit d'ailleurs qu'il y en a assez peu qui le font. Moi, j'ai pas d'exemple, hormis les brutes et les combini. Voilà, c'est eux que j'allais te citer. Comment tu les vois, eux deux, alors? Comment tu les trouves? Ces deux acteurs qui sortent quand même pas mal du lot dans ce qu'ils fabriquent. Après, l'ambition n'est pas la même. Moi, ce sont des agrégations de communautés qui vont vendre ensuite à la pub. Enfin, ce n'est pas grave, mais on peut pas considérer que ce soit des médias à part entière, même si, encore une fois, moi je regarde évidemment ce que fait Combini et ce que fait Brut. Le short form et ce fait d'être en permanence, comment dirais-je, tributaire de l'actualité, fait que c'est une espèce de course un peu effrénée vers l'audience. Et je ne suis pas sûr que la trace laissée soit durable. Moi, je pense que malgré tout, ça va être intéressant d'ailleurs que le temps respecte ce qui prend du temps. Je serais curieux de savoir qu'on me cite par exemple un module vidéo de Combini qui te reste comme ça à l'esprit, ou même un module vidéo de Brut. Finalement, il n'a pas beaucoup. En revanche, si je te demande de citer une série Netflix ou un grand documentaire de Canal, tu en auras plein en ta mémoire. Je trouve que oui. c'est des médias qui fabriquent un poil du vide, qui sont un peu bâtis sur un tas de sable, et j'ai quelques doutes quant à la pérennité. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font, ce n'est pas sincère et de qualité. Moi, quand je vois des trucs sur Brut qui sont vachement bien foutus, en plus, ils ont réinventé un peu le forme de narration, parce qu'ils sont plutôt entre 6, 7 et 8 minutes. Sur les formats d'habitation, on est plutôt sur du 26 et du 52, donc je trouve que c'est assez intéressant. Mais j'ai un doute quant à la pérennité du modèle. Voilà. La pérennité du modèle. Ils ont capté ce qu'on appelle le snack content. Ouais, oui, et puis encore une fois, nous, ce qu'on espère, moi, ce que j'espérais chez Spicy, et c'est peut-être un peu mégalo, ou dans les chaînes que je crée, c'est créer des modèles un peu patrimoniaux, des chaînes pour durer. Et tu sais mieux que moi que c'est très compliqué d'asseoir une marque, et de la pérenniser sur le long terme. Mais ça veut dire qu'il faut des convictions fortes, ça veut dire qu'il faut pas se planter au début sur son positionnement éditorial, ça veut dire qu'il faut creuser son sillon en permanence, ça veut dire qu'il faut être exigeant en tout, sur la forme, sur le fond, sur la DA, sur la typo, sur les messages, c'est un travail haletant. Mais sur la chaîne de niche, celle que je traite aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Ce qui est hyper intéressant me concernant, c'est qu'alors, quand je travaillais pour des médias généralistes comme TF1 Canal, j'avais comme volonté d'être généraliste, donc m'adresser au plus grand nombre. Donc ça veut dire que pour un spécialiste, je survolais certains sujets. Là, quand je suis sur Army Stories ou quand je suis sur Vabéné, on peut faire 2, 3 heures, 4 heures sur les sites de choix avec Christophe André, et l'abonné nous le réclame, d'être extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Et ça, professionnellement, c'est méga intéressant. Méga intéressant. Là, je comprends, c'est sur le travail sur les centres d'intérêt, justement. Et côté monétisation, comment tu vois ça? Parce que bon, toi, tu as travaillé dans la publicité, la communication. Là, comme tu disais, le bas blesse avec YouTube qui rétribue assez peu finalement les visibilités des contenus. Est-ce que tu penses que les marques peuvent rentrer dans la danse un peu plus tôt, qu'on faire l'essor du brand content? Ou est-ce que le modèle vertueux, c'est le public qui va payer via l'e-commerce et financer tout ça, en fait? Comment tu vois ça? En fait, on se rend compte que là, alors je sais pas si c'est un discours décliniste post-coronavirus, mais on a eu la réclame, on a eu la publicité. Je trouve qu'on est à la fin d'une ère. Alors même si aujourd'hui on a la publicité dite programmatique, celle qui va d'ailleurs, les termes font froid dans le dos, nous targeter comme des cibles, nous retargeter
targeter ou de traquer. C'est horrible, comme si on mettait une espèce de sonde pour nous espionner. Là, je pense qu'on est rentré dans l'ère de la publicité dite influenceur. On voit qu'aujourd'hui, je crois que c'est LVMH qui notamment en chiffre et prend 40% de son chiffre d'affaires à travers des influenceurs. Je pense que le modèle traditionnel de la publicité est en train de mourir, que d'ailleurs il y a une vraie remise en cause d'ailleurs des publicitaires eux-mêmes. On voit qu'il y a de moins en moins de vocations et que les gens se posent de plus en plus de questions. Évidemment, ça c'est aussi une des conséquences des réseaux sociaux où évidemment une marque qui ferait une campagne publicitaire dans laquelle il ne serait pas l'auteur de tout ce qu'il propose, tout ce qu'il annonce, il serait vite rembarré par la communauté elle-même. Donc on passe par des influenceurs. Là, c'est l'ère de l'influenceuse. On voit que même l'ère de ces influenceurs et influeeuses est en train petit à petit de péricliter parce que ceux qui consomment sont pas dupes. Quand c'est fait avec intelligence, ça marche. Mais on voit que certains influenceurs aujourd'hui ne sont là que pour faire des femmes ou hommes sandwich et qu'on est en train de passer à une nouvelle ère qui sera laquelle je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Qui sera peut-être un mix entre la qualité de la prod et l'influence, mais est-ce qu'on va pas revenir aussi à la qualité de la production ? Parce que est-ce que le social media et les influenceurs, ça n'a pas généralisé le côté, je dirais, do it yourself, où chacun est capable de filmer, alors là même que finalement, pour faire quelque chose de qualité, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut du script, faut de la production, faut du fond. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un équilibre à trouver, qui va être important ? Ou alors la sincérité du message. Peut-être qu'on va revenir complètement à ça. Alors, les publicitaires ont essayé de le faire. Je trouve qu'ils l'ont souvent assez mal fait parce que c'est pas leur métier. Eux, comme un avocat, ils travaillaient pour un client. Quoi qu'ils vendent. Des voitures au diesel frelaté, des gâteaux au gluten et ainsi de suite, ou avec de l'huile de palme. Peu importe le client pour lequel ils travaillaient, c'était pas leur job de mettre du sens là. Maintenant, on voit que l'époque réclame du sens. Est-ce que le monde publicitaire est suffisamment armé pour répondre à cette nouvelle demande? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a peut-être une nouvelle forme d'influenceur, et on le voit d'ailleurs. Finalement, que ce soit Yuka, que ce soit M214, ou des associations un peu comme ça radicales, font finalement de la publicité ou de la controversie, mais en tout cas, ils font une forme de publicité pour des produits ou des méthodes qu'eux considèrent justes et louables. Donc, ça va être intéressant ce qu'on va vivre dans les mois et les années qui viennent, sur comment ces grandes marques vont commencer à continuer à communiquer. Toi, tu as vu quand même, par exemple, sur le modèle Spicy ou tes modèles actuels, les marques peuvent financer des produits culturels qui ont du sens, ou c'est pas si simple parce qu'évidemment, il y a des enjeux de timing, de lancement de produits, et il faut toujours un peu faire coïncider les deux. Ils le font déjà, ils sont de toute façon. Une des raisons pour lesquelles moi j'étais extrêmement curieux et passionné de travailler dans le tabac, c'est qu'on voit bien que plus que le monde du divertissement, de l'entertainment et même de la presse, le monde de la pub a compris très vite qu'avec les réseaux sociaux et le digital, ils étaient en lien direct avec leurs consommateurs. Et donc, c'était une manière de mieux les comprendre. Alors, de mieux les manipuler, c'est sur certaines personnes, peut-être, mais en tout cas de mieux les comprendre. Et on voit aujourd'hui que, notamment dans le luxe, j'ai une amie, moi, qui travaille chez LVMH, et quand je vois évidemment le niveau de finesse et de granularité avec laquelle ils travaillent leur campagne, notamment avec des mix influence, avec des mix multicanal, du Snap, de l'Insta, du Facebook, ils ont réussi à s'adapter. Maintenant, c'est dans le contenu même. Je trouve que de plus en plus, on se rend compte que le public qui vient d'ingérer cette nouvelle révolution sociale média, maintenant est en train de la digérer et ensuite va sans doute réagir. Donc là, on va arriver dans un troisième étape qui va être celui de la réaction et comment ces consommateurs vont accepter ces campagnes-là. Comme nous, à un moment donné, on a rejeté, après les années phases de la pub dans les années 80, le modèle publicitaire des années 90-95 de la réclame, on n'en pouvait plus et on est passé à autre chose.